Et bonjour à tous, aujourd'hui on se rejoint pour une nouvelle vidéo où on va voir un retour d'expérience sur les ProLab de Hack the Box. Et aujourd'hui je ne serai pas tout seul puisqu'on a un invité et pas n'importe lequel, c'est Wakid de la chaîne WakedXY. Bonjour Wakid. Hello Proc, comment vas-tu? Ça va, super. Et toi? Super. Bah écoute, ça fait longtemps qu'on avait prévu de faire cette vidéo, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo ensemble, et la communauté demandait, donc nous voilà les gars. C'est vrai que c'est bizarre parce qu'on tourne pas souvent de vidéos ensemble et pourtant bah on se parle tous les jours, que ce soit sur WhatsApp, sur Discord ou même par SMS. Donc et pourtant c'est vrai qu'on fait pas beaucoup de vidéos ensemble, on passe pas mal de certifs ensemble, mais du coup ça fait du bien de se retrouver un peu, ouais. Exactement. Et aussi, je sais que pas mal de personnes disent sur ma chaîne personnellement que je fais pas trop de trucs techniques. Faut savoir les gars que ce qu'on monte sur YouTube, c'est pas tout ce qu'on fait. On est là pour partager des choses qui vous intéresseront. Donc il y a pas mal de choses que lui et moi on fait, mais qu'on présente pas sur YouTube. Exactement, ouais. Bah c'est d'ailleurs c'est le cas des ProLab. Sur Xbox, on n'en a pas beaucoup parlé, on a juste mis sur nos Twitter, nos LinkedIn qu'on avait passé des ProLab, mais on n'a pas détaillé plus que ça parce que déjà on donne pas des solutions publiquement sur ces ProLab là. Et puis ouais, c'est le genre de choses qu'on n'a pas forcément envie de partager plus que ça. C'est ça, c'est exactement ça. Donc on va commencer déjà, pourquoi les ProLab? Proc? Alors, un ProLab, en fait, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un lab professionnel qui se passe sur le site de Hack the Box, qui est en fait une plateforme de hacking, on va dire, pour parler un peu vulgairement. Et en fait, ça vous permet d'être dans un environnement réel, un environnement de production, comme dans un environnement d'une société informatique. Et le but, justement, c'est d'essayer de rentrer petit à petit, de prendre le contrôle de l'intégralité des machines. Donc, il peut y avoir plusieurs domaines, plusieurs types de machines, du Linux, du Windows ou autre. Et le but, voilà, c'est de s'infiltrer comme dans un vrai environnement. C'est ça, c'est exactement ça. Ça va vous permettre de sortir un petit peu de votre zone de confort pour ceux qui font des box. Alors de vous attaquer à une seule machine, là vous serez dans un cas beaucoup plus orienté professionnel. Donc vous allez retrouver plusieurs machines, comme il a dit, des domaines, du réseau, pas mal de choses que vous ne retrouverez pas dans les machines simples. C'est un moyen pour vous de monter en compétences, d'apprendre de nouvelles techniques, de nouvelles méthodes de détection de vulnérabilité, de nouvelles méthodes d'exploitation aussi de vulnérabilité. Et à la fin, vous aurez une certification qui vous permettra d'attester de vos compétences. Et puis évidemment, ça permet de faire tout ça légalement, puisque c'est des labs qui sont prévus pour cet effet-là. Donc du coup, vous n'avez pas de risque derrière si par exemple vous alliez faire ça dans un vrai environnement, dans une vraie société, il pourrait se retourner contre vous. Là, c'est un environnement qui est cadré, donc du coup, vous n'avez pas de risque vis-à-vis de la justice. Alors, le premier lab qu'on a fait, Wakid et moi, c'était le lab Dante. C'est un lab, on va dire, beginner friendly, donc un peu entrée de gamme, on va dire. Les retours que j'ai vus sur internet, c'était que c'était du niveau à peu près de l'OSCP. Donc beaucoup en fait d'exploitation de machines. Il y a 14 machines Linux et Windows, c'est à peu près 50% je crois de chaque. C'est très bien pour débuter, c'est un petit peu fouillis en fait après le premier pivot. On arrive sur un premier network et on ne sait pas trop où aller. Mais en tout cas, ça a des machines réalistes et pour faire un peu du pivoting, c'est le genre de choses qu'on ne voit pas du tout quand on fait une seule machine. On n'apprend pas en fait à pivoter sur d'autres réseaux à partir d'une première cible. C'est un bon exercice, un bon entraînement, une première entrée de gamme, on va dire. On apprend un peu à utiliser tout ce qui est S-Shuttle, Chisel, Proxy Chain, etc. Donc c'est une bonne entrée en matière. Voilà, c'est vraiment le mot que je cherchais. Ah oui, je vais juste rebondir un petit peu sur la Dante. Comme tu l'as dit, c'est pour commencer, pour débuter, mais attention, ça ne veut pas dire que c'est facile non plus. Donc c'est vraiment pour débuter dans le domaine du pentest pentest réseau. On retrouvera pas mal d'attaques, notamment du buffer overflow. Si tu te rappelles, c'est une façon aussi de faire de l'introduction sur le buffer overflow. Vous retrouvez des attaques web, des attaques aussi orientées système Windows. On avait de l'impersonate de token. Et puis, il y avait même quelques attaques sur AD. Si tu te rappelles, il y avait de l'ASREP roasting et beaucoup d'exploitation de CVE. C'est vrai que d'ailleurs, pour la petite anecdote, ça a été mon premier buffer overflow. Je détestais ça, c'était ma bête noire, et ça l'est toujours d'ailleurs. Mais du coup, c'est la première fois que j'en faisais. Et c'est ça qui est bien en fait avec ce genre de lab, parce que j'aurais pas été par moi-même apprendre l'exploitation d'un buffer overflow. Et là en fait, j'ai pas eu le choix, parce que pour aller plus loin, j'étais obligé de le passer en fait. Et du coup, c'est comme dans la vie, comme dans tout,
c'est soit bah, t'abandonnes, soit tu charbonnes et t'y arrives. Et je crois que j'ai été bloqué pendant 2-3 semaines hein, avant de le passer celui-là. Mais bah, du coup, on y est arrivé quoi. Après, il y a une autre option, la troisième option, celui du véritable hacker. Vous attendez un petit peu, quelques minutes, ou quelques heures qu'une personne le fasse à votre place, et après vous faites un simple, sudo su, vous passez route. Alors ça, du coup, pour la petite histoire, quand j'ai réussi à passer le premier buffer overflow, j'ai tout de suite en fait ajouté l'utilisateur courant à la liste des sudoers. Et du coup, Wakey est passé en fait derrière moi sur la même machine et il a juste fait un sudo, sudo su. Et du coup, il est passé route directement. Il s'est dit, mais il n'y a pas de buffer overflow. Et en fait, c'est juste, je lui avais déjà ouvert la voie. C'était sur la deuxième par contre machine. La première c'était du Windows. Ouais, c'était sur le deuxième buffer overflow. Le premier est sous Windows et donc le deuxième était sous Linux. Et attention également, hein, là, ce que je dis, c'est que donc Wakey est passé après moi, mais évidemment, ces prolabs là, on les faisait pas ensemble. C'était pas un partage de compétences. Il faut plus voir ça comme une petite compétition en fait entre nous. On s'entraidait pas, mais plus on se motivait. Et quand l'un était bloqué, bah évidemment, là, on donnait des petites astuces pour avancer un peu plus facilement. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'on l'a pas fait à deux. Le but de ces certifs-là, c'est pas juste de la réussir en fait, parce que bah, tout simplement, le diplôme, la certification qu'il y a une fois qu'on a réussi le lab, elle n'est pas hyper reconnue. Donc, le but de ces labs-là, c'est comme bah, la CRTP, la CRT, enfin, toutes les certifications. Le but, c'est vraiment d'apprendre et c'est pas juste d'avoir la certification. Donc là, c'est pas juste on le faisait tous les deux, c'est juste on le faisait ensemble. On se motivait en fait pour le passer ensemble. C'est ça. Et c'est comme ça qu'on est passé ensuite au deuxième ProLab qui est Offshore. Et Offshore, personnellement, ça a été mon coup de cœur. Vous allez retrouver un environnement Active Directory composé essentiellement de machines sous Windows. Et comparé à la Dante, ce que j'avais bien aimé, c'est que, et comparé aux box que j'avais l'habitude de faire, alors d'avoir un principe de scan et détection de CVE, exploitation, là on était purement sur du manuel. Donc on a beaucoup utilisé l'outil Bloodhound, qui est un outil très puissant qui nous a permis d'importer les objets tels que les machines, les noms d'utilisateurs, les groupes de l'AD et de pouvoir voir en fait les failles, les soucis de configuration qui nous permettraient de faire de la privesc. Alors effectivement, ce lab-là, en fait, c'était que de l'AD. On l'a fait justement pendant que j'étais en train de faire ma formation sur Active Directory, sur l'authentification sous Windows. Donc ça m'a vraiment permis de mettre en pratique en fait ce que j'étais en train de préparer comme formation, donc que vous pouvez retrouver hein, sur ma chaîne. Je vous mettrai le lien en description de cette vidéo. Et du coup, c'est ça qui était vraiment intéressant, c'est que c'est beaucoup d'Active Directory. Il y a très peu en fait d'exploitation de vulnérabilités type Print Nightmare ou autre. Je crois qu'il y en a eu une dans le lab, mais il y a 21 machines. Sur les 21, il n'y a eu qu'une petite exploitation comme ça. Sinon, sur ce lab-là, tout à la fin, il y a vraiment un point noir. En fait, il y a une machine qui a été mise en place pour remercier IPsec, qui est en fait un représentant, on va dire, de Hack the Box. Et on va dire que cette machine, elle n'a pas vraiment grand chose à faire dans ce lab-là. C'est une machine qui est sous Linux. Et clairement, enfin, elle n'a pas d'intérêt dans ce lab-là. Elle est complètement à part. Et c'est un peu dommage de l'avoir mis là parce qu'en plus, elle est assez compliquée. Et c'est la toute dernière machine. Donc du coup, on reste un peu sur notre faim, quoi. Ça correspond pas au reste du lab. Bah, à part ça, sinon, comme je l'ai dit, il y avait beaucoup d'attaques AD. Il y avait du Kerberoasting, du Golden Ticket, du Silver Ticket, du Pass du Hash et toutes ces attaques que vous retrouvez dans un environnement Active Directory. Et pour la petite anecdote, c'est que moi, après avoir passé ce lab, j'ai rejoint l'équipe sécurité de ma boîte. Et je me suis pris au jeu et je me suis retrouvé à développer mes propres scripts en PowerShell parce que malheureusement, je ne pouvais pas utiliser PowerSploit. Ça se fait directement détecter par les EPP et les EDR. Donc, je me suis retrouvé à développer mes propres scripts, à faire du PowerShell scripting pour pouvoir détecter justement les vulnérabilités que j'avais appris sur la offshore et les remontées aussi afin qu'elles soient fixées. Il m'a aussi familiarisé avec un concept que je connaissais pas qui est le living off the line. Ça consiste tout simplement à utiliser les outils qu'on trouve sur place sur l'environnement afin de mener nos cyberattaques, ainsi éviter la détection de se faire détecter par les systèmes de défense.
Malheureusement, comme l'a dit Proc, le point noir pour moi, effectivement, c'est cette machine qui m'a fait perdre du temps, la machine sous Linux. Il y en avait 2 de machines sous Linux, mais la dernière, elle était encore plus énervante dans le sens où elle n'était pas du tout connectée au domaine et de plus, en fait, elle servait pas à grand chose. Quand on pense à de l'exploitation sous AD, je n'ai rien trouvé dessus qui était intéressante. Et une fois qu'on a terminé ce lab-là, j'ai été un peu lâché, on va dire. Wacked a disparu. Wacked a disparu. Non, mais attendez. Proc, il a un souci. Il dit, on fait ça, ensuite on fait l'OSCP. 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 Ça fait 1 an qu'on doit passer l'OSCP, on n'y est toujours pas. Donc, moi, je lui ai dit, toi, tu continues comme ça et moi, je me prépare pour l'OSCP. Alors, je voulais pas passer la Rastala parce que personnellement, je trouvais pas l'utilité aussi. Ce que vous devez comprendre, c'est que lorsque vous investissez dans un ProLab, vous investissez énormément de temps et de l'argent. Ça coûte pas très cher, mais ça demande beaucoup de temps. Et personnellement, la Rastalab, je trouvais pas d'intérêt pour ma situation actuelle. Donc Proc s'est lancé tout seul et il va nous dire ce qu'il en a pensé. Alors, je rebondis justement sur ce que tu viens de dire, on n'en a pas parlé. Le coût des labs, c'est en France 70 € de déblocage et ensuite c'est 20 € par mois. Ça, c'est pour la formule mensuelle. Et donc, du coup, le premier mois, c'est 90 € et ensuite, plus vous passez de temps, plus ça vous coûte de l'argent. Mais plus vous finissez vite le lab et moins ça vous coûte de l'argent. Donc, ensuite, c'est 20 € tous les mois. Pour la Rastalab, je me suis quand même lancé parce que, en fait, tout simplement, l'OSCP, déjà, c'est un coût, c'est 1200 € minimum. Et c'est surtout que l'OSCP, c'est proctored, donc ça veut dire que l'examen que vous passez, c'est 24 heures, et pendant 24 heures, en fait, vous êtes filmé, votre écran est enregistré, donc c'est hyper contraignant, en fait. On a peu de temps pour le faire, il faut vraiment se préparer à l'avance, avoir un lieu, avec personne qui vous embête autour, etc. Ça, c'est un peu compliqué à mettre en place pour moi, donc du coup, c'est plus facile pour moi de faire des ProLabs comme ça, pour pouvoir m'entraîner quand je veux. Le soir, si j'ai pas envie, j'en fais pas. Et du coup, voilà. Alors que là, l'OSCP, c'est vraiment focus pendant 24 heures et on fait rien d'autre. Donc, parle-nous de la Rastalab. Quels sont les points forts et les points faibles? Alors, pour la Rastalab, en fait, il y a 15 machines. C'est quasiment que du Windows. Et là où ça va complètement changer par rapport à Offshore et Dante, c'est que la majorité des machines ont leur antivirus et leur pare-feu d'activer. Et surtout, aucune machine n'a d'interface graphique. C'est quasiment tout en ligne de commande. Alors il y a certaines machines sur lesquelles j'avais réussi à ouvrir le port RDP pour pouvoir me connecter au travers d'un pivot, mais c'est assez complexe. Enfin, la plupart, elles sont que en ligne de commande. Et surtout, en fait, on a très peu de ports qui nous sont permis. Au niveau du firewall, en fait, d'entrée, pour accéder au réseau, on n'a que les ports web. Donc 80, 443 et 80-80. On n'a que ces 3 ports-là. Donc pour pivoter, c'est que du pivoting interne. Donc en fait, on est quasiment forcé d'utiliser un C2, donc un serveur de command and control. Pour moi, j'ai essayé Posh C2, j'ai essayé Cobalt Strike, j'ai essayé Covenant, bref, il n'y en a aucun qui me plaisait trop, et au final, je suis resté sur le basique, celui que tout le monde utilise, Metasploit, tout simplement. Et en fait, pour pivoter, j'utilisais le module autoroute, qui nous permet en fait de router les paquets dans la connexion interne, dans la session interne, et ensuite, après, on peut utiliser les proxy socks, donc pour avoir un socket proxifié, et ensuite avec proxy chain, on peut accéder en fait au reste du réseau au travers du proxy qu'on a établi dans notre première session. Donc c'est vraiment, ça force à utiliser ce type de pivoting, ce type de serveur C2, et ça fait aussi, ça force également à bypasser les antivirus et puis les pare-feux. Donc c'est là que Rastalab était vraiment intéressant. Après, il n'y avait pas du tout d'exploitation AD, c'était vraiment pour forcer sur le pivoting et également le fait qu'il n'y ait pas du tout d'interface graphique, forcer vraiment sur la ligne de commande. D'accord. Et tu pourrais nous parler un petit peu des techniques de bypass d'AV que tu as eu à utiliser? Pour les techniques de bypass d'AV, là pour info, j'ai commencé il y a 2 jours, Cybernetics, et il y a également du bypass d'AV. Les techniques majeures en fait d'évasion d'antivirus, ça va être surtout l'injection en mémoire, le process hollowing, tu avais déjà fait d'ailleurs des vidéos dessus, Wakil,
et également de la création de threads directement en mémoire. Donc là par exemple, l'exploit que je suis en train d'utiliser, c'est un exploit qui est compilé en C#. Alors attention, on n'est plus du tout sur du reverse shell UDP en C#, on est beaucoup plus complexe. Et après, c'est beaucoup plus intéressant parce que tu peux faire de la persistance par la suite, tu peux faire pas mal de choses intéressantes que tu pourrais pas faire avec du simple reverse shell UDP. Exactement, ouais. En fait, c'est vraiment tout l'intérêt, c'est que une fois qu'on a notre premier accès avec notre serveur de command and control, et ben on a toutes les possibilités en fait du metteur-prêteur. Après, on peut utiliser le module incognito, on peut utiliser le module kiwi. Et quel était le point négatif de la Rastalab? Je dirais qu'il y a des choses qui sont pas forcément évidentes si on les connaît pas. Alors je vais peut-être spoiler une toute petite partie de la Rastalab, mais je me souviens d'une archive qui passe que j'ai pas réussi à déchiffrer. J'avais les bons outils, j'avais les bons mots de passe et tout ça, et j'arrivais pas à la déchiffrer. Le déchiffrement n'a pas fonctionné en offline en fait. J'avais récupéré la base qui passe et j'arrivais pas à la déchiffrer. Et quand je l'ai fait sur la machine, ça a fonctionné. Donc il y a des petits trucs comme ça qui sont un peu bizarres et enfin voilà, il y a des trucs qui s'expliquent pas trop, c'est un peu de la magie quoi. Aussi, un truc on n'a pas remonté, que ce soit sur la Dante, la Offshore ou la Rastalab, malheureusement, les ProLab, vous allez rencontrer parfois des problèmes techniques qui proviennent pas de vous, mais tout simplement du lab. Je me rappelle sur Offshore, j'avais perdu pas mal de temps sur une partie, je me rappelle pas laquelle, si tu te souviens bien, et il a fallu justement que tu m'aides pour débloquer la partie. Je sais pas si tu te souviens, mais j'arrivais pas à l'exploit. J'avais l'exploit, j'avais l'outil, j'avais tout. Tout fonctionnait, tout était censé fonctionner, mais ça marchait pas. Zéro logon. Zéro logon Ouais, sur Offshore. Alors elle était hyper chiante parce qu'en fait elle fonctionnait une fois sur 30. Et en fait, moi ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait une boucle, un while true, qui teste la vulnérabilité et directement après fait le secrets dump. Et je l'ai laissé tourner genre pendant 3 heures quoi. Et au bout des 3 heures, ça a marché. Mais enfin, c'est vrai que c'était hyper embêtant parce que du coup, ça fonctionnait une fois sur 30 quoi. Ouais. Et justement, c'est ce que j'avais fait. Je me rappelle, et je l'avais même partagé sur Instagram. Je pense que j'avais fait une boucle fort pour que ça se lance encore et encore et encore jusqu'à l'avoir. En tout cas, ouais, les points vraiment positifs de ces ProLab là, c'est que du coup, on peut le faire à plusieurs, on va dire, pour se motiver, pour s'entraider, pas rester bloqué. Parce que d'ailleurs sur la Rastalab, j'ai eu beaucoup ce sentiment-là. Il y a un moment où j'ai été complètement bloqué, j'y arrivais vraiment plus, je savais plus où aller. Et du coup, je me suis arrêté pendant 2 ou 3 mois. Et c'est après, en reparlant avec quelqu'un qui m'a dit « Ah bah tiens, on va voir de ce côté-là ». Effectivement, là, j'ai pu reprendre. Mais du coup, je suis vraiment resté bloqué. Donc le fait de l'avoir fait tout seul, de le commencer tout seul, je suis resté bloqué pendant assez longtemps. Alors que du coup, on n'a pas eu ce problème-là sur la Dante et Offshore, bon, qui était évidemment plus simple. Mais on a pu se motiver et s'entraider un peu tous les deux quand on était bloqués. Et puis ça permet aussi, comme je le disais tout à l'heure, de faire une petite compétition, de savoir qui va y arriver en premier. Puis évidemment, Wakid nous motivait avec ses petites bougies, évidemment tous les soirs. Ouais, on avait nos petites astuces, mais après, comme Proc, il finissait toujours le premier. Proc, il prenait toujours de l'avance. Ouais, je dors pas beaucoup, donc bon. Puis c'est le décalage horaire, c'est pour ça. Exactement, c'est ça. Non, mais plus sérieusement, les ProLab, c'est vraiment top. Si vous voulez acquérir de la compétence, avoir une petite expérience, c'est vraiment le top. Après, ce qu'il ne faut surtout pas, et ça, tu me permettras de le dire sur la chaîne, parce que je retrouve aujourd'hui pas mal de personnes qui font les ProLab juste pour dire j'ai cette certification. Et malheureusement, on assiste à des personnes qui littéralement ne font que tricher, faut le dire, pour avoir au final le plus rapidement possible la certification. Alors qu'elles sont très intéressantes. Moi, je me suis limité pour le moment à la Offshore. Et déjà, ce que j'ai acquis en termes de connaissances avec la Offshore, elles me permettent aujourd'hui de travailler dans le domaine. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, j'ai pas trop le droit d'en parler, puisque je viens juste de rentrer dans une nouvelle société en tant que SOC analyste. Je pourrais pas en dire plus en vidéo publiquement. Et j'ai utilisé une technique de offshore, mais du coup, c'est vrai que c'est des choses qui vont nous apprendre, et on peut vraiment les reproduire dans la vie réelle. Si on veut parler également des points négatifs, c'est que les labs ne vous sont pas réservés. On les fait évidemment à plusieurs. Alors c'est des équipes réduites, il y a 4, 5, 6 personnes par serveur. Mais du coup le problème c'est que y a des gens qui peuvent très bien rebooter des machines,
Et imaginez, tout à l'heure on vous disait que dans Offshore il y avait à peu près 4 domaines je crois. Et à chaque contrôleur de domaine, on devait refaire un pivot. Donc on avait en fait un proxy chaîné à 4 maillons. Si la première machine était rebootée ou cassée ou je sais pas quoi par un utilisateur, et ben en fait on perdait toute la chaîne à cause du premier maillon qui était tombé. Donc ça nous est arrivé plusieurs fois et c'était hyper embêtant. C'était horrible, c'était horrible. Et j'avais d'ailleurs fait une petite publication sur Twitter à propos du SSH. Ah oui, oui, parce qu'en fait en SSH, il suffit d'en fait envoyer sa clé publique, sa idrsa.pub dans le fichier authorized key. Sauf qu'il y a plein d'idiots, pour pas dire autre chose, qui font un écho avec un seul chevron. Donc ils vont écraser en fait l'intégralité du fichier, plutôt que de faire un double chevron pour ajouter, pour append en fait, pour ajouter à la fin du fichier, et laisser les clés des autres utilisateurs. Donc en fait on se retrouve avec un fichier qui est réécrasé, et donc du coup notre clé à nous qu'on utilise pour faire notre pivot, elle est plus reconnue, donc du coup on n'est plus authentifié, et donc du coup on repère notre chaîne complète. En tout cas voilà, si vous voulez vous lancer dans les prolabs comme ça, je vous conseille d'y aller évidemment à plusieurs, ça peut être plus sympa, plus motivant. Pour finir cette vidéo, je vous dirais que les prolabs, est-ce que ça vaut le coup ou non? Oui, évidemment ça vaut le coup. C'est super intéressant, surtout pour ceux qui souhaiteraient plus tard faire carrière dans le domaine, que ce soit pentester ou bien red teamer, ou même SOC analyst. Hein. C'est mieux de le faire à plusieurs, comme l'a dit Proc, pour s'encourager et se motiver. En cas, si l'un est bloqué, eh ben, il peut demander conseil à l'autre. Et enfin, ça coûte vraiment pas cher pour ce qu'il propose. Je connais des certifications qui vous apporteront vachement moins, mais qui sont vachement plus chères. Donc, ça vaut vraiment le coup de se lancer pour, à la fin, avoir une certification, comme je vous l'ai dit, que vous pourrez même mettre dans votre CV. Donc ouais, c'est vraiment important de le faire à plusieurs pour se motiver. Et d'ailleurs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça fait 2 jours que j'ai commencé Cybernetics. Donc Wakid, si tu veux, j'ai que 2 machines sous mon emprise pour l'instant, donc tu peux rejoindre si tu veux, il n'y a pas de problème, je t'attends. Bon, c'est ainsi que s'achève cette vidéo les gars, j'espère que vous l'avez aimé, n'oubliez pas de liker, commenter et surtout de vous abonner, de me rejoindre sur ma chaîne, mon Instagram, vous trouverez tout dans la description de la vidéo. C'était Wakid pour vous servir, allez. Bon, vous avez compris ce qu'il vous reste à faire, si vous voulez que Wakid soit motivé pour me rejoindre sur le ProLab Cybernetics. Je vous encourage à mettre un maximum de pouces bleus, un maximum de vos encouragements dans les commentaires pour le motiver. Et avec un peu de chance, ça fonctionnera. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite pour de nouveaux tutoriels. Et d'ici là, portez-vous bien.